Merci pour votre Merci. patience. Ah, les petits hérissons nous font faire des blagues, en tout cas. En tout cas, merci de votre présence et de votre patience. Effectivement, la SNPN, mais vous verrez qu'on n'est pas tout seul et on est toujours plus efficace à plusieurs, a souhaité parler un peu de cet animal que tout le monde connaît, et c'est un paradoxe. Il n'y a aucune difficulté pour l'identifier. Et peut-être vous avez entendu ces dernières semaines, ces derniers mois, et en fait, ça remonte à quelques années, des annonces dans la presse, dans différents médias qui étaient extrêmement pessimistes sur le futur des hérissons. Et du coup, quelques personnes naturalistes, zoologistes, mammalogistes qui s'intéressent aux mammifères se sont penchés un peu sur ces coupures de presse. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de références derrière. Et les annonces qui étaient faites ne reposaient pas vraiment sur des données publiées, connues, accessibles. Mais en même temps, on a réalisé que c'est vrai qu'au niveau français, on avait très peu de données sur l'état actuel des populations de hérissons dans notre pays et que certainement, ça nécessitait d'en savoir plus et de pouvoir faire un suivi sur un certain temps, sur des années successives, pour savoir quelles étaient les tendances de ces populations de hérissons. Et du coup, la SNPN, on a cité la SFEPM, on a cité FNE, en particulier la section du Doubs et de Territoire de Belfort. La LPO y avait déjà pensé. On décidé de faire un point sur cet animal pour partir sur les données actuelles pour essayer de comprendre les tendances évolutives. Alors, c'est l'image qui suit. Et du coup, on s'est proposé à la SNPN, donc c'est la diapositive suivante, voilà, de faire un numéro spécial de la revue Le Courrier de la Nature avec un gros dossier sur le hérisson. Mais comme le hérisson n'est pas le seul mammifère à piquant, on s'est dit que ce serait intéressant, en laissant la vedette aux hérissons de notre pays, d'évoquer rapidement les autres mammifères qui ont des piquants pour essayer de savoir si ce sont des cousins ou pas du tout, et pourquoi on a des animaux mammifères avec des piquants et d'autres qui n'en ont pas. Et en fait, on a 4 grands groupes de mammifères à piquants. Les plus anciens, apparemment, si on croit la paléontologie, ce sont les échidnés d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Ils sont avec nous depuis au moins 100 millions d'années. Quand je dis avec nous, on n'était pas là à ce moment-là, nous. Et qui peut-être sont les plus anciens avec des piquants. On a plusieurs groupes de rongeurs, dont les porcs-épics, mais ce ne sont pas les seuls qui ont des piquants. On a un groupe tout à fait étonnant de petits animaux qui habitent à Madagascar, qu'on avait pensé initialement cousins des hérissons, mais qui sont juste, qui ressemblent, mais qui n'ont pas du tout de parenté très proche, qu'on appelle les tenrecs. Et puis on a le hérisson, qu'on trouve chez nous, qui est le cousin des taupes et des musaraignes de nos campagnes. Et alors avant, on appelait ce groupe-là les rongeurs, les insectivores, pardon, et pour faire plus savant, maintenant, on appelle ça les eulipotlifes. Ça fait quand même beaucoup plus chic, mais ce sont toujours des petits animaux qui sont surtout des insectivores. Donc, c'est l'image qui suit. L'image qui suit, vous voyez les proches voisins du hérisson. Voilà, donc une image de nos amis à piquant, les porcs-épics, le tenrec qu'on trouve à Madagascar et à La Réunion. Et à droite, juste pour vous rappeler que ce sont des animaux, porcs-épics comme hérissons, qui sont très présents dans nos mythes, dans nos traditions, dans nos légendes, et qu'on connaît pas seulement comme animaux en tant que zoologie, mais qu'on connaît également comme animaux en tant que porteurs de rêves, de mythes et de traditions. Et c'est aussi tout un pan intéressant qui montre qu'on a une longue cohabitation qui est parfois beaucoup plus riche et pas seulement à base de discours assez contemporains et assez négatifs, mais au contraire, on a beaucoup partagé ensemble. Et ça, c'est aussi important de ne pas l'oublier. Alors, si on regarde un petit peu quels sont les cousins de notre hérisson, donc c'est la diapo d'après, où l'on voit les taupes et les musaraignes qui rassemblent donc un groupe qu'on appelle maintenant Eulipotlifes. Et les hérissons sont une vingtaine d'espèces sur la planète. Je passe tout de suite à l'image suivante. Vous allez voir une cartographie qui vous montre les continents sur lesquels se trouvent les hérissons. Et vous voyez qu'on en trouve en Afrique, on en trouve en Europe, on en trouve en Asie, mais il n'existe pas de hérissons en Amérique et il n'existe pas de hérissons en Australie. Et la petite image avec le petit museau mignon là au milieu, c'est un petit hérisson, c'est la carte de répartition à travers l'Afrique, le bandeau rose. C'est un petit hérisson qu'on appelle le hérisson nain, hérisson à ventre blanc, hérisson à 4 doigts, qui, peut-être malheureusement pour lui, est très commun en animalerie comme animal de compagnie, et en particulier, il est relativement populaire en Amérique du Nord. Et moi, je dois dire que la domestication sous cette forme-là, ou en tout cas
la vente d'animaux sauvages comme animaux de compagnie n'est pas du tout une méthode de conservation. Et pour moi, les hérissons sont vraiment hérissons quand ils sont sauvages, libres dans les pays où ils existent. Sur la carte suivante, il y a un gros plan sur l'Europe et vous verrez que nous avons deux espèces majeures. Le hérisson des Balkans sur la carte est en rouge et en bleu. Et curieusement, le rouge coupe le bleu en deux. Vous avez le hérisson d'Europe occidentale en bleu, celui qu'on a chez nous. Et cette répartition étonnante avec une intercalation de l'un par rapport à l'autre s'explique par les glaciations du Quaternaire, avec certainement un reflux des hérissons dans les péninsules méditerranéennes méridionales de l'Europe, d'où ils ont survécu au froid et d'où ils sont repartis vers le nord après le recul des glaces. Et simplement, ils ont fait ça de façon un peu désynchronisée. Et le hérisson des Balkans a réussi à s'intégrer au milieu de la répartition du hérisson d'Europe, avec deux zones de recouvrement, mais avec très peu en fait d'hybridation. Et pour l'instant, les deux espèces cohabitent, se côtoient, mais il ne semble pas exister une tendance de l'une vers l'autre qui prendrait le pas. Et puis il y a un troisième hérisson qui est aux portes de l'Europe, qu'on trouve en Anatolie, en Turquie, et sur quelques îles proches européennes. Alors voilà pour la carte. Et maintenant, si on dit deux mots sur l'animal, qui sera présenté par mes collègues juste après, vous avez la diapositive suivante qui rappelle quelques chiffres. Alors, hérisson, c'est petit. 1 kilo, c'est déjà pas mal. Les chiffres, là, sont des moyennes. Les hérissons ne dépassent pas très souvent 1 kilo. Évidemment, ce qui est caractéristique, ce sont ces piquants, avec toute une histoire qui explique leur fonctionnement, leur rôle. Et au niveau anatomique, ça c'est un dessin un peu ancien, mais qui est assez spectaculaire, avec un muscle possier. C'est le muscle qui est sous la peau, qui permet de frissonner un peu parfois quand on a froid, mais il est assez bien développé sur le dos du hérisson, avec un bourrelet périphérique qui a même un nom différent pour les anatomistes. Et quand le hérisson se met en boule, c'est vraiment extrêmement rapide. Et ce bourrelet périphérique, c'est comme la ficelle qui tire le sac de toile et qui le rend assez hermétique. Et ça a vraiment fait une protection assez efficace contre la plupart des prédateurs. Et il y a un aphorisme très ancien qui date de l'époque grecque antique, qui dit, en gros, le renard a plus d'un tour dans son sac, mais le hérisson n'en a qu'un, mais il est très efficace. Et ce sont les piquants du hérisson, les 5 à 7 000. Et donc, voilà, je vais maintenant laisser Christian présenter un petit peu la biologie. Donc, c'est un animal qu'on trouve un peu partout chez nous, si on le laisse tranquille. Il est propre aux forêts, aux bocages, aux jardins, etc. Et c'est par contre nos pratiques qui vont le perturber dans sa répartition. Christian, si ton micro marche, je te laisse avec plaisir la parole. Alors, pas sûr que son micro marche, peut-être qu'en le mettant comme présentateur, ça va fonctionner. En tout cas, en attendant que son micro marche, merci beaucoup Christian, François, parce qu'on voit la diversité du hérisson qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, cette histoire d'animal de compagnie dont on reparlera plus tard, je suppose, parce que c'est quand même un vrai souci. Donc, en effet, Christian Philippe Arthur va nous parler. Ça y est, vous me voyez, ça y est, je me vois. Peut-être que vous m'entendez. Alléluia, alléluia. Très bien. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, le Saint-Esprit, je ne sais pas qui doit remercier, mais ça faisait effectivement une demi-heure que je me bagarrais. Donc, voilà. A priori, il s'appelle Lucas, mais… Non, il y a Colo aussi qui m'a envoyé un lien. Mais bon, passons. Voilà, on y est arrivé et on y est. Bonjour à tous et désolé, mais voilà. Alors, on m'a demandé de vous présenter un peu le hérisson. J'ai préféré, moi, prendre des points focus qui concernaient notamment un peu des idées fausses qui circulaient. La première idée fausse qui circule dans pas mal de réseaux et autres, c'est le poids d'un hérisson. En fait, comme l'a indiqué François à l'instant, c'est pas gros un hérisson, même adulte. Les hérissons, vous avez ici l'ensemble de tous les poids. J'ai étudié les hérissons pendant 10 ans, et tous les poids des animaux que j'ai capturés, recapturés, etc., répartis, avec un poids moyen. Vous voyez, un mâle adulte, c'est-à-dire un animal, une femelle adulte, un animal qui sont dans leur 3e année, pèse en moyenne 750 grammes, vous voyez, 750, 770 grammes. Les animaux qui dépassent le kilo sont très rares, en fait. En tout cas, sous nos latitudes. Ils peuvent être un peu plus gros, effectivement, dans ce qu'ils sont sur la Finlande ou la Suède, ou le Danemark peut-être, mais en tout cas, pour la latitude française, ils ne sont pas gros. Les femelles de 2 ans et les mâles de 2 ans, vous voyez, c'est des poids qui font 650, 650, et les mâles juvéniles sont effectivement nés dans l'année,
les femelles sont petits, 400 grammes en moyenne. On peut trouver des animaux actifs dès 120 grammes. Hein. Et vous voyez aussi qu'aucun jeune de l'année n'atteint avant l'entrée en hibernation le poids de 800 grammes dans tous ceux que j'ai pu manipuler. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est actif combien de temps? Parce qu'un hérisson, c'est un animal hibernant. Hein. Et l'hibernation, il ne peut pas y échapper. C'est lié à la photopériode, hein, le ratio entre la lumière et l'obscurité, qui donc varie au cours du temps, de la saison. Hein. Et puis, c'est aussi la température. C'est-à-dire que si la température est froide dès le mois de septembre, il va rentrer plutôt en hibernation. Si elle est chaude, il va sortir plus tôt d'hibernation au printemps. Là, je vous ai mis ici toutes les dates de première sortie d'hibernation ou d'entrée en hibernation en fonction des sexes, hein, sur plusieurs années. Vous voyez que la date moyenne pour les mâles en général, c'est le 18 mars. Les femelles sortent un petit peu plus tard, qu'elles sortent pratiquement un mois plus tard, hein, le 16 avril. Les subadultes, eux aussi, sortent un petit peu plus tard. Et vous voyez aussi, l'intéressant, c'est que les jeunes, notamment, ils rentrent en hibernation, eux, le 31 octobre ou le 28 octobre. C'est-à-dire ce qui est normal, puisqu'ils ont besoin de temps pour pouvoir grossir et atteindre un poids minimum pour passer l'hiver. Hein. Diapo suivante. Allons-y. Voilà. Autre chose sur la reproduction. C'est un petit animal, on voit des nichés, etc. Mais combien une femelle peut mettre de petits, hein. Si vous faites le calcul, le hérisson est actif grosso modo 160 jours par an. Il lui faut 75 jours pour élever une nichée. Vous imaginez tout de suite, ça fait 160 divisé avec 175 jours, ça fait au maximum 2 nichées possibles, sachant que ça n'arrive pratiquement jamais. Pourquoi? Parce que quand il sort d'hibernation, il doit d'abord récupérer du poids avant de pouvoir rentrer en production. Et puis quand il va rentrer en hibernation, il doit récupérer du poids pour être le plus en bonne santé possible avant. Ce qui fait que, effectivement, dans les faits, les femelles font très rarement 2 portées par an. C'est plutôt une portée par an, voire 1,1. Bon, ça, ce qui veut dire quand même que sur 3 ans, une femelle de hérisson met à peu près 10, 11 petits. Vous voyez, selon les régions, c'est différent. Mais alors, vous imaginez bien, si vous comparez un animal qui est de poids à peu près équivalent, le hérisson produit pratiquement 2 à 3 fois moins de petits que d'autres espèces de même poids. Hein. Ce qui veut dire qu'automatiquement, il va devoir compenser soit par une mortalité plus faible, soit, si possible, sur une longévité. Diapo suivante, s'il vous plaît. Okay. Voilà. Alors en fait, le hérisson, c'est un animal qui meurt beaucoup les 2 premières années, hein, mais qui peut vivre effectivement, comparativement à son poids, relativement longtemps. Hein, les âges limites atteints, c'est 8 ans, 10 ans, le grand maximum 15, 16 ans ou 18 ans, mais ce sont vraiment des exceptions. Hein. Ce qui est à noter tout de suite, c'est 80% des jeunes mâles meurent dès la première année. Quand on parle de la première année, c'est-à-dire qu'au printemps suivant, après la période de dispersion printanière, il ne vous reste plus que 80% des jeunes mâles sur un territoire, hein, dès l'année d'avant. 50% des jeunes femelles. Hein. En 3e année, il ne reste plus que 5% des mâles et 28% des femelles. Les mâles, eux, vont durer longtemps. Hein, et quand on parle d'âge limite, 8, 10 ans, etc., ce sont des mâles qui atteignent très souvent cet âge-là. Les femelles, elles, comme elles continuent à reproduire, effectivement, elles ont un peu plus de mortalité, comme on voit sur le graphique. Hein, 3e année, 4e année, etc., ça diminue. Hein. L'autre élément important, c'est comme tout animal hibernant qui perd à peu près 30% de son poids en hiver, il faut qu'il ait un poids minimum pour avoir des chances de survivre. Hein. Un hérisson de moins de 400 grammes, alors 400, 450 grammes, ça dépend des saisons, il y a des régions, va avoir 3 fois moins de chances de survivre pendant l'hiver qu'un hérisson qui pèsera plus de 400, 450 grammes. Hein. Diapo suivante. Alors, ça peut expliquer, comme vous avez une reproduction qui est plus ou moins importante, 1 ou 2 portées, selon la qualité de l'année, hein, la durée de la saison d'activité, et deuxièmement, une mortalité qui est forte la première année, notamment en hiver, du fait des températures, notamment hivernales, vous avez, dans les faits, des bonnes et des mauvaises années pour le hérisson. Vous voyez ici, sur le graphique, là, en séparant les mâles et les femelles, tous âges confondus, en 1981, vous avez même pas 20% de tous les animaux présents à l'automne
qui ont passé l'hiver. Hein. Alors qu'en 85-86, on est pratiquement à 40 et quelques pourcents de mâles et 80% de femelles. Hein. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous avez de 25 à 60% de survie annuelle. Et puis des années où tout d'un coup, vous avez des hérissons. Si vous avez un très mauvais hiver, il n'en ressortira pas beaucoup. Et puis vous pouvez avoir une bonne année hérisson, puis un très bon hiver où il survit bien. Et vous avez dans ce cas-là, automatiquement, une population locale qui va pouvoir être multipliée presque par 2 l'année suivante, du fait de ces variations de mortalité, hein, qui est surtout exercée, donc, comme je l'indiquais, été-automne, et hiver pour les jeunes mâles, comme je dis. Est-ce que la route, c'est la question qu'on nous pose souvent, est-ce que la route est un facteur prépondérant, hein? Alors c'est un facteur biaisé, parce que c'est un facteur qu'on observe. Il y a un hérisson écrasé, ça se voit. Hein. Un hérisson qui meurt mangé par un sanglier, un renard ou un blaireau ou autre chose, ou bien qui meurt de maladie, en général, on ne les voit pas. Hein. Là, ce sont le suivi d'animaux trouvés morts en région parisienne par mois, hein, que j'ai pu suivre par télémétrie ou autre. Et vous voyez que 43% des hérissons que j'ai retrouvés morts étaient morts suite effectivement aux collisions routières. Hein. Selon les régions, ça représenterait 80% de la mortalité observée, hein, si je veux dire, on voit plus les hérissons écrasés, mais uniquement 20% du total, 30% en plus aux Pays-Bas. Donc, c'est un facteur qui est visible. Est-ce que c'est le facteur prépondérant? Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui ait répondu à ça en Europe. On ne sait pas exactement combien pèse la route, même si on pense qu'elle est effectivement un facteur de mortalité supplémentaire, comme c'était le cas aux Pays-Bas. Hein. La suivante. Combien, alors c'est pas combien de petits hérissons, il y a une erreur, hein, c'est quelles sont les tendances de population du hérisson. Hein. Vous avez représenté ici 3 données, parce qu'on a en fait très peu de données européennes sur des suivis de population de hérissons sur le long terme. Hein. La plus intéressante pour moi, c'est celle qui est aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi en fait des comptages d'animaux sur des sites précis de façon régulière chaque année pendant, vous voyez, pratiquement pendant presque 20 ans. Hein. La première chose qu'on constate, c'est que vous avez des variations, je vous l'ai indiqué, des bonnes et des mauvaises années. Donc au début, pendant les presque les 10 premières années, une section de mauvaises années, et puis tout d'un coup une section de bonnes années, et ça rechute. Malgré tout, moins 5% en 17 ans. Le deuxième cas de figure, c'est en Angleterre, sur les cadavres sur les routes, qui est un indicateur qui est moins fiable. Hein. Mais on a ici 21% de moins en 11 ans, sachant que l'intéressant de l'Angleterre, c'est qu'ils ont comparé sur les régions. Les régions du sud-est de l'Angleterre n'ont pratiquement pas perdu de hérissons, alors que dans les régions effectivement du nord, c'est pratiquement une diminution qui atteint 80%. Et puis, attention aux observations très locales, c'est le cas de l'exemple italien, où ils n'ont travaillé que sur une petite région. Et bien là, effectivement, localement, comme en Angleterre, on peut observer 80% de casse en même pas 16 ans. Hein. Donc, il y a une diminution a priori dans tous les pays européens, très variable selon les régions de chaque pays. Est-ce qu'elle est pour autant inquiétante? C'est la diapo suivante. Voilà. Combien peut-il y avoir de hérissons d'une part? Pour la France, vous avez ici des grandes indications. Hein. On peut trouver des hérissons dans plein d'endroits, dans des forêts, zones agricoles, des prairies et pâtures. Très évidemment, compte tenu de l'écologie de l'espèce, il est davantage présent dans des zones où on a encore des prairies, des pâtures, des haies, etc. Donc prairies, pâtures et périurbains, où on a des densités qui varient, vous voyez, entre 22 et 180 individus au 100 hectares. Hein. Voilà. Dès qu'on est en zone agricole, en culture, avec moins de haies, etc., ça chute. Et puis en forêt, c'est quand même pas sa tasse de thé préférentielle. Hein. En France, vous voyez la carte qui est de données qui date de 2013-2022, si ma mémoire est bonne. Le hérisson est encore présent dans 97% de la France. Bon. Ces populations ont-elles diminué? On n'en sait rien. Par contre, sa répartition n'a pas diminué si on compare avec les données qui dataient de 1980 et 1990. Hein. Il y a toujours autant de hérissons. Il y en a toujours partout du hérisson, comme avant. En a-t-il toujours autant? C'est la question. Même si on a des petites indications aujourd'hui que dans certaines régions fortement agricoles, je pense à Champagne-Ardenne, le centre, la Picardie, etc., il semble bien y avoir eu effectivement des diminutions. Je crois que c'est la dernière diapo, il y en a peut-être une encore. Bon, voilà. Non, je crois que c'est la dernière. Merci mille fois, parce qu'on a
Il y a plein de questions qu'on va vous poser après, parce que c'est très passionnant. Alors après cette carte d'identité finalement très complète de la vie et de la mort du hérisson, on va passer à l'action. Comment le protéger, comment l'étudier avec l'opération Hérisson. Alors Victoire Kuhn, est-ce que vous pouvez nous présenter cette opération ? Oui, merci Yolène. Donc effectivement, moi je vais vous parler de l'opération Hérisson, donc qui est un programme de recensement participatif qui a été créé par France Nature Environnement. Et je vais aller un peu plus en détail pour vous expliquer ce que c'est, les avantages et les enjeux également de cette opération Hérisson sur la slide suivante. Merci. Donc, comme je vous le disais, c'est un recensement participatif. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les données, elles étaient souvent indiquées par des personnes qui sont naturalistes, donc qui sont habitués à renseigner des animaux morts et vivants qu'ils voient au quotidien sur des plateformes naturalistes, mais que ça n'impliquait pas toutes ces personnes qui peuvent avoir un hérisson, par exemple, dans leur jardin ou qui vont voir un hérisson en passant. Et donc, nous, l'objectif, c'était vraiment d'intégrer tout le monde dans ce programme. Le hérisson, c'est un peu particulier parce qu'on ne peut pas faire... c'est un suivi qui est, voilà, le hérisson, comme vous l'avez vu sur la carte, en fait, sa répartition est large sur la France métropolitaine. Donc, c'est un peu compliqué de mettre en place un recensement par un seul groupe de personnes. Donc, l'idéal, en fait, c'était de faire intervenir tout le monde, toutes les personnes qui vivent en France ou qui passent en France pour renseigner quand elles voient un hérisson vivant ou mort. Donc, comme je vous le disais, c'est un programme de recensement de cette espèce et ça se fait via une plateforme que je vous présenterai un peu après, via le site qui est affiché à l'écran. Quels sont les enjeux de cette opération? Donc, le premier, c'est évidemment l'amélioration des connaissances. C'est vrai que le hérisson, il est très bien étudié dans plein de pays voisins, dont l'Angleterre qui fait un suivi assez poussé depuis plusieurs années. En France, on ne sait pas ce qui se passe en fait pour ces populations. On ne sait pas si elles se portent bien, si elles diminuent, si elles augmentent. On se doute qu'elles diminuent plutôt qu'elles n'augmentent vu ce qui se passe au niveau de la biodiversité. Mais donc, l'objectif, c'est d'améliorer ces connaissances, que ce soit sur sa répartition spatiale, savoir si elle évolue au cours du temps, les rythmes journaliers et annuels de l'espèce, donc voir aussi s'il y a des modifications au fur et à mesure des années, surtout avec les changements les bouleversements climatiques actuels. C'est regarder également comment évolue la population au fur et à mesure des années, ou encore essayer d'estimer l'impact de la mortalité routière en France, qui au final est assez méconnu. Le deuxième objectif, c'est de préserver. Donc, c'est bien d'améliorer les connaissances, mais il faut aussi les utiliser pour protéger cette espèce. Donc, ça va passer par beaucoup de sensibilisation. Donc, que ce soit sur ce qui peut être mis en place au jardin ou les bonnes pratiques à avoir sur la route ou comment réagir quand on rencontre un hérisson, s'il faut intervenir ou au contraire, s'il faut juste le laisser tranquille. Et ça va être également de la sensibilisation sur des gestes qui ne sont pas du tout adaptés. Les gens pensent bien faire, mais malheureusement, voilà, ça reste un animal sauvage, donc il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Donc, beaucoup de sensibilisation, mais également d'autres mesures de préservation. Donc, par exemple, pourquoi pas mettre des panneaux de sensibilisation sur des zones où il y a de forts écrasements de hérissons, ou alors encore développer la route du hérisson dont je vous parlerai un petit peu plus tard. On aimerait également, notre troisième enjeu, en fait, c'est d'en faire un symbole de la biodiversité. C'est vrai qu'on connaît tous le panda et je pense que c'est l'espèce à laquelle on pense quand on pense à un emblème de la biodiversité. Il n'est pas très local, hein, on ne va pas se mentir. C'est vrai que le hérisson, pour nous, c'est le candidat idéal. Déjà, c'est une espèce que tout le monde connaît. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui en ont vu un, j'espère vivant dans la majorité des cas, mais souvent mort sur le bord de la route. C'était également une espèce qui a un capital sympathique qui est fort et qu'on retrouve, comme on l'a vu sur la carte tout à l'heure, un peu partout en France. Donc, en fait, pour nous, c'est un candidat idéal pour représenter la biodiversité. Et enfin, c'est également la mascotte de France Nature Environnement. Alors, on est loin d'être la seule association à avoir le hérisson comme mascotte, mais c'est effectivement une espèce qui porte nos valeurs depuis plusieurs années maintenant, donc c'est important pour nous de contribuer à sa préservation. Les avantages de cette opération, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que c'est une espèce qui est facilement reconnaissable. Comme le disait François Moutou, on a une seule espèce de hérisson en France, c'est le hérisson d'Europe. Donc, il n'y a pas de risque de confusion. Et en plus, c'est le seul mammifère à piquant qu'on ait en France. Donc, a priori, les gens savent reconnaître un hérisson. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaissances ou d'outils particuliers, excepté une connexion Wi-Fi, donc que ce soit par le téléphone ou l'ordinateur pour accéder à la plateforme.
On est aussi joignable par mail ou par téléphone pour les personnes qui auraient plus de mal. C'est un animal, comme je vous le disais, qui a un capital sympathie fort. Donc, heureusement pour lui, tant mieux pour lui, puisque du coup, les gens ont envie de contribuer à sa préservation. Bon, c'est malheureusement pour d'autres espèces qui auraient aussi besoin d'aide, on a plus de mal à mobiliser les gens. Donc, il ne faut pas prendre en compte juste le côté mignon des espèces. C'est également une espèce sauvage, mais avec laquelle la cohabitation se passe bien. Donc, pour nous, c'est un formidable vecteur pour parler en fait de la vie sauvage et faire mieux accepter la vie sauvage dans les jardins, etc. Et enfin, notre opération hérisson, elle ne prend pas en compte que les hérissons vivants, elle prend également en compte les hérissons morts, même si c'est moins sympathique, puisque les hérissons morts, en fait, sont des indices de présence de l'espèce. Donc, quand il y a un hérisson, malheureusement, qui s'est fait écraser, par exemple, ça veut dire qu'il y avait un hérisson qui était là, en tout cas, qui avait envie de traverser ici. Et il y en a peut-être d'autres qui sont dans les alentours. Donc, je vais vous montrer un peu la plateforme de recensement sur la slide suivante. Elle est assez intuitive, très facile à utiliser. Donc, c'est assez classique. Quand vous voyez un hérisson mort ou vivant, vous allez sur le site. Vous rentrez l'heure, la date et l'adresse de votre observation. Moi, souvent, pour l'adresse, ce que je fais, c'est que je mets la ville, sauf si vous avez une adresse très précise, et ensuite, je bouge le curseur pour mettre le curseur au bon endroit. Ensuite, vous renseignez les éléments de paysage que vous avez rencontrés, si c'est un hérisson mort ou vivant, combien il y en a, s'il y en a des adultes, s'il y en a des jeunes, et puis la cause du décès, quand c'est possible de l'identifier. Sincèrement, il y a surtout les collisions routières qui sont faciles à identifier, et puis quand il y a malheureusement des accidents dans les jardins, que ce soit des chutes, des noyades ou un hérisson qui se retrouve coincé dans les grillages, le reste, c'est un peu plus compliqué. À vos souhaits, Yolène. Mais pas de souci. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des résultats sur 2022. Voici la carte qu'on a pu obtenir. Alors, il faut savoir que l'opération Hérisson, elle est à l'échelle nationale que depuis 2020. Donc, nous, on est encore en train de développer l'opération, fidéliser, faire participer. Donc, c'est absolument pas représentatif de la population de hérissons. Ça représente une partie de ce qu'est l'ensemble de cette population française. En vert, vous avez les hérissons vivants, en rouge, les hérissons morts. Et donc, en 2022, on a eu 5 780 observations et plus de 4 326 participants. Ce chiffre, il a été multiplié par 1,5 par rapport à 2021. Et donc, ne vous fiez pas trop au point rouge où il y a l'air de ne pas en avoir beaucoup, tout simplement puisque les gens n'ont pas encore le réflexe de renseigner les hérissons qui sont morts, soit parce qu'ils n'y pensent pas, soit parce qu'ils sont au volant et que c'est compliqué après de se souvenir du lieu où on a observé. Mais sachez en tout cas que vos observations, elles peuvent être rentrées a posteriori. Donc, n'hésitez pas à retenir le lieu, la date et l'heure, et quand vous êtes tranquille chez vous, à rentrer votre observation quand vous avez les mains libres. Et c'est également un axe de communication qu'on a eu beaucoup cette année et qu'on va continuer jusqu'à la fin de l'année pour vraiment faire comprendre aux gens que ce sont également des informations importantes. Donc voilà ce qu'on a pu obtenir pour le moment. Et donc je vais vous parler des perspectives, même si l'année a été bien entamée maintenant, puisqu'on est à plus de la moitié de l'année. Donc, c'est évidemment fidéliser et faire participer à l'opération Hérisson. Comme je vous le disais, on est encore dans une phase de lancement, si on peut dire. Donc, c'est continuer à montrer aux gens que c'est utile ce qu'on fait et aussi convaincre d'autres personnes de nous rejoindre. C'est aussi développer le volet scientifique, puisque l'idée, c'est de pouvoir, même si ce sont des données de sciences participatives, c'est de pouvoir analyser ces données et en tirer des connaissances sur les populations françaises, même s'il faudra plusieurs années avant de dégager des tendances. C'est également mutualiser les connaissances et les données. Comme je vous le disais, il y a d'autres structures qui ont des données sur le hérisson. Malheureusement, en fait, ces données ne sont pas toujours exploitées. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des partenariats pour faire des échanges de données. Et en fait, plus votre échantillon de données est important, plus il est représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Donc, pour nous, on travaille déjà avec, par exemple, la LPO Bourgogne-Franche-Comté, avec qui on échange des données sur le Doubs. Mais ça pourrait être, enfin, on va également travailler avec la SFEPM puisqu'ils ont beaucoup de données sur le hérisson. Et puis l'idée, c'est de travailler aussi avec les réseaux de centres de soins de la faune sauvage puisqu'ils ont également énormément de données qui seraient très utiles à analyser. C'est également sensibiliser. Donc, nous, comme je vous le disais, ça passe par beaucoup de sensibilisation. On a la fête du hérisson cette année, la première édition dont parlait Yolène tout à l'heure.
donc qui est un superbe événement pour sensibiliser aux hérissons, mais aussi à la biodiversité des jardins. Et puis, encore une fois, c'est préserver, donc mettre en place des mesures concrètes. Nous, il y a quelque chose qu'on aimerait beaucoup développer, c'est la route du hérisson qui a été initiée par le groupe Mammalogique normand en France. Ils ont fait un superbe travail sur Caen notamment, et là actuellement sur Rouen, et je sais qu'il y a une autre ville, mais je ne m'en souviens plus là. Donc l'objectif, c'est de rendre perméables en fait tous les murs, les clôtures, les palissades, afin de fluidifier les déplacements du hérisson, mais pas que, puisque en fait, il n'y a pas que le hérisson qui vit dans votre jardin en général. Et donc, c'est de créer une continuité d'espaces verts. Donc ça, c'est quelque chose, nous, qu'on aimerait vraiment développer dans la suite du groupe Mammalogique normand. Et pour vous montrer ce qu'on peut faire également avec ces données, sur la slide suivante, j'ai les cartes de Besançon. Ouais. Merci. Donc là, vous avez 2 cartes qui sont sur la ville de Besançon. La première, ce sont l'ensemble des signalements, donc toujours en vert les hérissons qui sont, enfin les signalements de hérissons vivants et en rouge les signalements de hérissons morts. J'ai oublié de spécifier tout à l'heure qu'un point ne correspond pas à un seul hérisson en général. On ne peut pas dédoubler les points, ça ne servirait pas à grand-chose, mais en fait, quand on a un signalement, c'est entre 1 et plusieurs hérissons qui sont signalés. Donc, il n'y a pas, ce que je veux dire sur la carte nationale de tout à l'heure, il n'y a pas 5780 hérissons qui ont été signalés. Il y en a beaucoup plus finalement. C'est juste le nombre de signalements. Donc là, sur Besançon, vous avez donc les hérissons morts et vivants qui ont été signalés en 2022. Et à côté, vous avez la carte des chaleurs. Alors, la carte des chaleurs, en fait, plus les points sont foncés, plus ça montre qu'il y a une concentration d'individus morts et vivants confondus. Mais ça permet d'identifier les zones où en fait, on a le plus de hérissons. La ville de Besançon, ils sont en train de mettre en place quelque chose qui s'appelle les continuités socio-écologiques. Alors, j'ai encore un peu de mal avec ce terme, mais en gros, ce sont des chemins qui sont identifiés dans la ville, qui sont à la fois plaisants pour les humains, pour des balades, à emprunter, etc., et à la fois qui seraient riches en biodiversité et qui seraient souvent favorisés par la faune pour se déplacer. Et donc, nous, en fait, on a utilisé, donc c'est tout ce que vous voyez en vert, là, tous les traits verts et violets. Donc, nous, en fait, on a récupéré ces données, on les a superposées à nos données hérissons. Et après, on a eu un rendez-vous avec la ville et en fait, on a regardé et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des zones qui avaient été oubliées par lesquelles le hérisson passe. Et donc, en fait, la ville va essayer de modifier ces continuités socio-écologiques pour en rajouter afin de favoriser les déplacements du hérisson et donc des autres animaux qui pourraient y passer. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, ces données, elles peuvent être très utiles à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une commune pour regarder comment favoriser les déplacements de la faune, mais également peut-être adapter l'entretien de ces espaces afin de laisser plus d'herbes, éviter la fauche, etc., afin de donner des refuges et des endroits favorables pour ces animaux. Voilà. Ben, merci de votre attention. Eh ben, merci Victoire, parce que cette opération est très enthousiasmante et fédératrice en plus. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça va bien fonctionner et bien se développer. On va rentrer maintenant un peu plus dans le dur, je dirais, avec Pascal Arnay, qui est vétérinaire et chercheur. Là, on va vraiment rentrer dans comment fait un vétérinaire face à un hérisson qui ne va pas bien, qu'est-ce qu'il faut que nous on fasse, comment on le soigne, est-ce qu'on arrive à les sauver, etc. Donc, Pascal Arnay, merci de nous éclairer sur ce domaine, alors là, très, très spécifique et très pointu. Merci beaucoup. Alors effectivement, on rentre dans le dur et un peu dans le gore. Je m'excuse par avance pour les quelques photos qui seraient susceptibles de choquer l'assistance. Donc, je vais vous donner un petit peu le point de vue du centre de soins par rapport à la gestion du hérisson. Alors, peut-être rappeler un petit peu ce qu'est un centre de soins. Donc, c'est un établissement qui est agréé, qui est autorisé à prendre en charge de la faune sauvage avec une double particularité. D'une part, cette faune sauvage qui va être en captivité transitoire vient du milieu extérieur, donc ce n'est pas de la captivité permanente. Et ensuite, cette captivité est conditionnée à des soins, une phase de soins, une phase de remise en forme dans la perspective de relâcher les animaux. Donc en fait, on est vraiment dans le cadre d'une gestion, d'une détention qui est momentanée et qui est conditionnée, avec plusieurs phases successives, une phase de tri des animaux. Est-ce que l'animal sera en capacité d'assumer l'ensemble de la chaîne de soins dans la perspective de le relâcher, des soins qui peuvent être vétérinaires, mais ça peut être aussi des soins d'élevage, et puis cette phase qui est tout à fait originale, qui est une phase de rééducation qui nécessite
une expertise et des installations particulières, de façon à s'assurer que l'animal a recouvré un état de forme compatible avec le relâché, une autonomisation, et donc il nécessite des équipements et une expertise particulière. On est un petit peu là aussi dans la science participative, ou en tout cas dans le recrutement participatif, puisque l'essentiel, on peut dire plus de 90% des animaux qui nous sont ramenés le sont par des particuliers. Diapositive suivante. Alors pour ce qui concerne notre centre, on est un gros centre généraliste, et comme la plupart des centres français, c'est essentiellement des oiseaux qu'on reçoit. 85% des admissions pour ce qui nous concerne sont des oiseaux, et donc à peu près 15% de mammifères, mais vous voyez que le hérisson est très largement prédominant dans cette cohorte d'une trentaine d'espèces qu'on reçoit, qu'on a reçues en 2022, avec à peu près 60% des admissions. Alors qu'est-ce qui explique finalement cette prépondérance en termes d'accueil? Il y a un premier élément pratique, je pense, comme ce sont des particuliers qui les ramènent, ce sont des animaux qui sont plus faciles à capturer et plus faciles à transporter, bien sûr, hein, lorsqu'il s'agit de les acheminer vers un centre. Et puis, c'est aussi la notoriété de cette espèce, effectivement, le capital sympathie qui est incontestable et qui se consolide par le fait que souvent les découvreurs ont peut-être un peu plus de connaissance de l'espèce que lorsqu'il s'agit d'autres espèces. C'est un petit peu ce qu'on peut constater sur le terrain. Diapositive suivante. Alors, si on regarde un petit peu les effectifs, on constate que, grosso modo, 60% des admissions de mammifères sont représentées par des hérissons, et on voit qu'on a en tendance plutôt une augmentation des admissions. Alors, si on lisait ça de manière biaisée, on pourrait se dire les populations urbaines se portent bien, première hypothèse, et donc on reçoit toujours plus de hérissons, mais il faut savoir qu'il s'agit d'animaux qui présentent des problèmes. Donc, on pourrait dire aussi de plus en plus de hérissons urbains présentent des problèmes. Bon, il est difficile de trancher entre l'attrait de cette espèce, l'accompagnement de ces espèces. De plus en plus de personnes nous disent surveiller les hérissons qui fréquentent leur jardin. Et puis il y a aussi un aspect notoriété du centre qui fait que effectivement on reçoit de plus en plus de hérissons, avec une baisse notable l'année dernière néanmoins, mais on avait atteint un pic. Quasiment, on avait tutoyé les 100%. Donc là, c'est le cas aussi au niveau français. On a reçu beaucoup de hérissons en 2021. Donc ça fait des cohortes d'animaux qui peuvent être intéressants à étudier, notamment d'un point de vue scientifique, mais avec des biais de recrutement qui sont très notables. D'abord, les animaux qu'on reçoit sont des animaux qui sont en détresse. Donc, c'est déjà des sous-populations d'animaux qui présentent un certain nombre de caractéristiques, qui sont aussi très inféodés à des milieux qui sont proches du centre du soin. Donc, il y a vraiment des localisations, un biais de recrutement géographique qui est très marqué. Et puis, un autre élément, c'est si on veut s'intéresser à la mortalité des hérissons, notamment, on n'est pas vraiment bien positionné parce qu'il est très rare, et on peut le comprendre, que les gens ramassent des cadavres pour nous les amener. On peut avoir des animaux qui vont mourir dans les heures ou qui vont arriver morts éventuellement, mais intentionnellement, les gens ne ramassent pas de cadavres pour nous les amener. Diapositive suivante. Et puis un autre biais qu'on retrouve là aussi, là c'est sur une grosse cohorte britannique d'études des hérissons, c'est le sur-recrutement entre guillemets des jeunes animaux, même si on a vu que le taux de survie à 1 an était quand même assez drastique, notamment pour les mâles, et avec à peu près 80% des animaux qui vont venir chez nous qui sont constitués par des jeunes animaux, et 2 pics, plutôt les portées précoces, celles qui interviennent au printemps, et un deuxième pic qu'on va observer là aussi chez nous en automne, et puis des adultes qui peuvent rentrer plutôt à bas bruit toute l'année. Diapositive suivante. Donc le milieu urbain, évidemment, ça modifie clairement les réseaux trophiques, les chaînes alimentaires des animaux, avec effectivement des impacts qui peuvent être très variables sur les deux côtés de la chaîne, à la fois sur la prédation et puis sur la consommation. Alors je citerai simplement deux points qui sont plutôt en connexion avec l'homme. La prédation qui peut s'exercer à la campagne comme en ville par le chien. Alors elle reste rare, mais elle est avérée. On a de plus en plus de gens qui nous ramènent des hérissons parce qu'ils ont été capturés par leur chien. Et c'est parfois difficile de différencier une cause d'admission qui serait liée à une prédation directe de l'animal, ou alors un animal qui va ramener un chien qui va ramener un animal qui est déjà débilité, donc finalement avec une circonstance aggravante, une surmorsure qui peut intervenir secondairement. Et un autre élément aussi qui est assez commun
en ville, c'est le nourrissage artificiel qui n'est pas forcément donné aux hérissons intentionnellement, mais les hérissons vont en profiter pour aller goûter la gamelle du chat. Parfois, c'est intentionnel. On constate parce que des découvreurs nous indiquent effectivement nourrir intentionnellement les hérissons. Donc ça, c'est des éléments qui pourraient avoir des impacts sur l'état nutritionnel des hérissons et qui mériteraient d'être investigués. Diapositive suivante. Alors, comme je le disais, souvent les personnes qui amènent les hérissons ont une connaissance parfois assez fine d'un certain nombre d'éléments, et notamment des causes de détresse, ou en tout cas ce qui est considéré comme pouvant être des causes de détresse. Et très souvent, une des premières mentions de la motivation qui a conduit à amener l'animal, c'est un animal qui aurait été trouvé vagabondant en pleine journée. Donc, sur les constatations qu'on peut faire, ça peut concerner notamment un certain nombre de juvéniles qui sont en mauvais état général, notamment incapables de trouver sa nourriture. Ça peut concerner notamment les portées plus tardives. Des juvéniles qui ont pu perdre le contact avec la mère, ou la mère qui a pu éventuellement mourir ou disparaître. Des individus blessés ou malades, donc là un état de détresse avéré qui peut intervenir. On peut avoir aussi des individus aveugles, mais il ne faut pas méconnaître aussi le fait que les activités de jardinage s'exerçant généralement en journée, on peut aussi avoir des effets du dérangement qui font que les animaux vont être dérangés et vont se déplacer pour trouver un endroit plus propice au repos, et on peut éventuellement avoir justement du ramassage ici de ces animaux qui n'est pas forcément justifié. Et l'autre élément qui est aussi mis en avant par les découvreurs, c'est le poids et l'état des animaux en pré-hibernation. Effectivement, on peut constater, notamment sur les portées automnales, un certain nombre d'animaux débilités qui ont un poids insuffisant pour affronter l'hibernation et dont le prélèvement peut alors être justifié. Diapositive suivante. Alors, parmi effectivement les causes d'entrée que l'on rencontre régulièrement et qui sont d'origine anthropique, il y a bien sûr les accidents sur la voie publique. Alors là, en fait, ils sont largement sous-représentés puisque, comme je vous l'ai dit, les animaux morts ne sont pas ramenés et c'est souvent l'issue de la rencontre d'un véhicule avec un hérisson. On comprend bien que le différentiel de poids n'est pas en faveur de l'animal. Mais néanmoins, on peut observer des animaux qui vont être heurtés à faible vitesse, ou alors des animaux qui vont être comprimés, compressés entre le trottoir et le véhicule, par exemple au démarrage ou au moment où on se gare, ou alors sur les allées, vont être coincés entre une maison et une allée. Et donc, on récupère quand même un certain nombre d'animaux qui présentent des lésions vraiment très, très invalidantes, qui peuvent concerner l'ensemble de l'animal. Elles peuvent être externes et internes, c'est souvent assez gravissime, avec des lésions qu'on peut trouver au niveau de la tête, au niveau du palais, du museau, notamment. Des lésions qu'on peut trouver au niveau des membres, avec notamment caractérisées par des écrasements, des fractures complexes et qui vont avoir tendance à se contaminer assez facilement. Et puis, j'ai mis à titre d'illustration parfois des syndromes assez particuliers, assez spectaculaires, liés notamment à la biologie de cette espèce et la capacité de se mettre en boule. En bas à gauche, vous avez le Popov syndrome avec justement le muscle orbiculaire, celui qui va permettre à l'animal de se mettre en boule, qui va être déplacé et qui va leur donner cet aspect tout à fait particulier qui nécessite une intervention particulière pour une remise en place. Et puis aussi l'emphysème sous-cutané, donc c'est une plaie qui va faire clapper et l'air va s'infiltrer sous la peau des animaux. L'animal va gonfler et va prendre cet aspect tout à fait spectaculaire de ballon de football qui ne peut plus se mettre en boule. Donc là aussi, il y a des moyens d'intervention à ce niveau-là. Diapositive suivante. Alors d'autres éléments qui, je pense, pourraient être évités, là, qui restent sous le contrôle finalement de l'intervenant, la personne qui va intervenir dans son jardin. On a beau essayer d'informer les gens par rapport aux accidents de jardinage, la tondeuse, ça reste quand même un grand pourvoyeur de hérissons en centre de soins, avec des lésions qui sont gravissimes, hein, avec des amputations partielles de membres, de museaux, et des animaux qui arrivent à résister à des lésions extrêmement invalidantes. C'est très, très impressionnant. À côté de ça, vous avez l'utilisation éventuellement de pesticides, notamment d'antilimaces, éventuellement d'anticoagulants, qui n'ont pas pour objectif de cibler les hérissons, bien sûr, mais qui peuvent en faire des victimes secondaires d'empoisonnement. Alors,
on n'a pas vraiment beaucoup de cas d'empoisonnement avérés, beaucoup moins en tout cas que les accidents de tondeuse. Un autre accident qui a été évoqué aussi en amont et qui peut faire l'objet aussi de mesures préventives, c'est effectivement les pièges non intentionnels qui sont liés aux filets, qui sont liés aux grilles. Et donc les hérissons vont avoir tendance effectivement à essayer de progresser, d'avancer, de s'obstiner dans la progression et vont avoir tendance à créer des strictions très spectaculaires des membres, voire de s'étrangler carrément, d'aller jusqu'à l'étranglement où ça peut entraîner des lésions très profondes en fait autour du cou. Hein, c'est assez classique sur l'image que l'on voit à gauche. Donc là, il y a des précautions à prendre lorsque justement d'éviter de laisser traîner ces grilles, ces pièges, ces filets qui constituent des pièges extrêmement efficaces malheureusement pour attraper les animaux. Plus rare et généralement mortels, ce sont les feux d'abri. Donc là, on a un tas de bois qu'on a laissé dans un coin ou un tas de feuilles, et puis on se décide de les brûler. La précaution élémentaire, c'est de voir s'il n'y a pas s'il n'y a aucun animal qui s'est réfugié là-dessous, parce qu'en règle générale, c'est des brûlures mortelles, ou alors ça peut entraîner aussi des intoxications importantes par les fumées, mais laissons très peu de chance à l'animal. Diapositive suivante. Voilà, donc je m'excuse pour les quelques photos qui sont présentées, mais je ne pouvais pas parler ne pas parler de parasitisme, notamment de parasitisme externe, parce qu'il existe aussi un parasitisme interne très important chez les hérissons. Et donc, il y a tout un nombre de parasites du hérisson qui peuvent être importants et qui peuvent présenter des lésions de la peau et des piquants. Donc, je vous en ai donné quelques exemples. Une gale particulière sur les photos de gauche. On connaît souvent mieux les tiques. Donc les tiques particulières aussi qu'on peut retrouver avec des hérissons qui peuvent être pas du tout parasités et d'autres qui peuvent être au contraire extrêmement parasités. Parfois ce sont plutôt les jeunes en mauvais état qui sont parasités, mais c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre. On va trouver également des puces propres aux hérissons, donc avec des associations de malfaiteurs qui peuvent être importantes sur ces animaux-là. Et puis plus compliqué, ce sont les mouches qui vont pondre dans les plaies ou dans les orifices naturels, notamment des jeunes animaux ou des animaux débilités. Et là, ça nécessite une prise en charge énergique et rapide parce que généralement, ça entraîne des complications qui sont gravissimes. Diapositive suivante. Alors, je voulais dire simplement un mot sur le risque de teigne, puisque là, il s'agit effectivement d'une zoonose, donc d'une maladie qui est transmissible par contact à l'homme et qui n'est pas si rare que ça. On avait fait une étude en 2016 où on avait testé absolument tous les hérissons qui venaient, simplement en recherchant, en faisant des cultures d'hérissons sur des moquettes. C'est des petites moquettes, en fait, des bouts de moquettes, comme les moquettes que l'on utilise pour le revêtement de sol, qui sont prédécoupés et stérilisés, et on va frotter l'animal anesthésié avec cela, et on va faire des mises en culture. Et ce dont on s'est aperçu, donc on constatait qu'il y avait des hérissons qui présentaient des lésions évocatrices de teigne, et d'autres qui ne présentaient absolument aucune lésion. Tous ces animaux ont été testés, et ce que l'on a constaté, c'est que pour environ 62% des animaux qui présentaient des lésions, on avait des cultures fongiques, donc on avait du champignon qui était présent, on pouvait avoir aussi d'autres parasites qui étaient responsables des lésions qu'on observait, mais qu'on avait jusqu'à 20% des animaux qui ne présentaient absolument aucune lésion et qui néanmoins étaient porteurs de l'agent de teigne, donc susceptibles de transmettre l'agent à un manipulateur qui manipulerait l'animal sans précaution. Diapositive suivante. Donc au final, si on veut résumer un petit peu les quelques messages que j'ai voulu faire passer, le premier élément, c'est d'intervenir à bon escient et de s'assurer effectivement que l'animal est bien en détresse ou que le prélèvement se justifie. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de danger immédiat, éventuellement, on peut différer le prélèvement de l'animal en attendant qu'éventuellement la situation se régularise et que l'animal trouve un endroit, qu'on constate que l'animal est capable de se déplacer et va retrouver un comportement habituel. Si jamais le prélèvement s'impose, dans ces cas-là, il faut toujours manipuler l'animal avec des gants. On a parlé de la teigne, mais on peut aussi se blesser éventuellement. C'est pas un animal vraiment mordeur, mais ça peut arriver éventuellement qu'il morde, et puis on peut se blesser effectivement avec les piquants. L'idéal, c'est de transférer vers un centre de soins le plus vite possible. Je vais revenir sur ça sur la dernière diapositive, sans nourrir l'animal et si possible en le réchauffant et en le gardant au chaud pendant le transport.
Attention au nourrissage artificiel, il faut se poser les questions de l'utilité du nourrissage artificiel et de l'accès des animaux à ce type de nourriture. Et puis la prévention des accidents domestiques, on en a parlé, attention à la tonte, attention au feu de bois, attention à l'usage de pesticides. Je déconseillerais personnellement l'usage de pesticides. Enfin, si on est amené à les utiliser, il faut tenir compte des risques secondaires qui peuvent en résulter. Dernière diapositive. Donc le hérisson, c'est une espèce protégée, donc théoriquement, la capture et la détention sont strictement interdites. Donc la dérogation est possible dès lors que l'animal se trouve en cas de détresse avérée, c'est ce que dit la réglementation. Évidemment, pour un particulier, ce n'est pas toujours évident d'attester du fait que l'animal est en détresse avérée. C'est pour ça que parfois, il faut attendre un petit peu, voir si la situation évolue ou s'il est nécessaire de prélever effectivement l'animal. L'autre élément, je vous ai parlé d'un acheminement dans les plus brefs délais et par le plus court chemin, c'est là aussi ce que dit la réglementation vers un centre de soins aux animaux. Alors il y a une répartition qui n'est pas homogène sur le territoire et on n'est pas toujours à côté d'un centre de soins. Donc la solution alternative, c'est de l'amener chez un vétérinaire tout en sachant que le vétérinaire a le droit de prendre en charge un animal sauvage dès lors que cette prise en charge relève de sa compétence, c'est-à-dire que dès lors que l'animal nécessite des soins. Et dans ces cas-là, s'il accepte de le faire, eh bien, ça peut être une solution avant le transfert vers le centre de soins qui devrait être l'étape ultime. Et donc, il existe 2 réseaux de centres de soins en France, l'Union française des centres de sauvegarde, qui est le réseau historique, et puis le tout nouveau réseau de centres de soins des centres de soins. Donc, on peut retrouver utilement l'information qui vous donnera accès à la localisation des centres de soins. Voilà, j'en ai terminé. Merci. On peut la retrouver où, ce lien, pour avoir tous les centres de soins? Alors, je l'avais passé, mais on pourrait le résumer. En fait, si on rentre sur réseau des centres de soins sur Internet ou UFCS, on tombe sur les 2 sites et donc ils permettent d'avoir la liste. Alors, le site de l'UFCS, je pense qu'il est en réflexion actuellement, mais on retrouve assez facilement la répartition des adresses, la liste des adresses des centres de soins. Sachant que là aussi, je ne l'ai pas dit, mais tous les centres de soins, enfin la plupart des centres de soins vont prendre en charge des hérissons. Certains sont spécialisés, il y en a d'ailleurs qui sont spécialisés dans la prise en charge des hérissons. Donc là aussi, ce n'est pas tout d'avoir un centre de soins à côté, mais encore faut-il qu'ils prennent l'espèce d'intérêt. Bon, merci beaucoup de nous avoir montré que malgré ses piquants, ça reste quand même un animal fragile, face à de multiples dangers. Et merci à vous 4 parce que vous avez été, c'était à la fois très très dense et vous avez été hyper rigoureux dans le timing, ce qui n'est jamais évident. Donc François Boutou va maintenant nous faire une petite conclusion après ces explications passionnantes. Écoutez, merci à tous les 4. Enfin, j'en fais partie, donc oui. Enfin bon, merci Hélène, merci à tous les 3 et merci à tout le monde. Voilà, le mot de la fin, ce serait vraiment pour rappeler que ça a été évoqué, et en particulier Pascal à l'instant, mais le hérisson chez nous est un animal sauvage. Et la confusion avec le petit hérisson africain, qui est animal de compagnie exotique, qui est vendu dans le commerce, ne doit pas se faire au détriment du hérisson. Et ce que nous demandons tous les uns et les autres, les différentes associations qui ont été citées, LPO, FNE, SFEPM, SNPN, c'est de penser au jardin, les personnes qui ont la chance d'avoir un espace naturel à côté de leur maison. Et c'est en aménageant ce jardin, en le rendant ouvert à la biodiversité, favorable, avec une diversité de plantes, avec une diversité d'accueil, de niches, d'espaces, que la faune pourra s'y installer et que les hérissons viendront sans doute spontanément, d'autant plus qu'ils peuvent, avec le chemin des hérissons, dire bonjour aux voisins de l'autre côté, du jardin, pas de la route évidemment. Et cette notion de nourrissage, elle peut faire plaisir. Il y a toujours cette ambiguïté en disant « j'aime les animaux », mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut les respecter. Là, je vois un chat qui doit être bien soigné, on doit bien s'occuper de lui. Donc, ce n'est pas forcément aimer les animaux qui est important, parce que ça peut avoir beaucoup de dérives dans l'interprétation. On voit bien comment ça se passe entre les humains, d'ailleurs. C'est plutôt respecter la nature, respecter la biodiversité, respecter la vie en général. Et ça peut être simplement en la laissant vivre. Et simplement en interférant le moins possible, en n'empêchant pas la circulation, en n'apportant pas d'objets dangereux, en respectant avec des appareils dangereux le moment où on le fait. On ne coupe pas les haies au printemps, on ne tombe pas sa pelouse sans vérifier, on ne brûle pas un tas de bois sans voir s'il n'y a pas un animal dessous.
et ce genre de choses qui permettront d'améliorer la situation. Et donc, du coup, le hérisson et les autres seront favorisés, mais on ne demande pas à chacun de mettre dans un enclos qui serait chez lui son hérisson à lui. Ça, ce n'est pas du tout la bonne idée. C'est au contraire l'ouverture qui peut donner la bonne réponse à tout le monde. Donc voilà un petit peu le message global, au-delà de tout ce qui a pu être dit. Laissons les hérissons être des hérissons, restons des humains et sachons simplement cohabiter. Et pour la première fois cette année, avec FNE, avec SFEPM, avec SNPN, on a commencé des animations. Alors, on espère que ça continuera plus largement. À droite, vous voyez le président de la SNPN et un vice-président de la SNPN à Blois, dans un grand magasin qui vend plein d'objets pour le jardin. On a rencontré des gens, on a parlé avec eux. Souvent, les gens connaissaient des hérissons dans leur jardin qui n'étaient pas encore sur la carte de FNE, donc on leur a donné le stick pour aller mettre le petit point pour montrer que les hérissons sont présents également à cet endroit-là, et en parlant et en essayant d'apporter un discours, celui qu'on partage, que nous partageons, pour le plus grand bien des hérissons et de la biodiversité en général. Eh ben, merci beaucoup François, et merci à vous tous, parce que franchement ce webinaire et toutes les opérations que vous faites autour du hérisson, je pense, sont passionnantes et extrêmement utiles. Alors, on va passer aux questions. Je pense qu'elles sont extrêmement nombreuses. Moi, j'en ai plein à poser, mais place au public. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce que Lucas, vous nous envoyez les questions? Alors, par rapport aux questions qui sont posées, déjà, je remercie Christian qui, en partie, prenait le temps aussi pendant la présentation de répondre à certaines questions. Certaines ont été répondues, il y en a qui sont assez spécifiques. Je pense notamment, par exemple, à une question d'Alison qui... plutôt une question peut-être destinée à Pascal sur les antiparasitaires qui existent pour les hérissons. Est-ce qu'il y a des traitements, en fait, tout simplement, pour traiter les parasites qui touchent le hérisson? Alors, ça me permet de répondre à plusieurs questions d'un coup. Effectivement, c'est globalement des parasitoses qui se traitent relativement facilement. Malheureusement, c'est pas toujours uniquement la cause, hein. En général, c'est pas des parasitoses primaires. Souvent, on a des animaux qui sont en mauvais état et qui vont développer des charges parasitaires importantes derrière. Donc, c'est pas parce qu'on a le traitement parasitaire qu'on va forcément guérir l'animal, mais généralement, c'est des parasitoses qui se traitent assez bien. Et donc, il y a effectivement des problématiques de traitement. Quel traitement on va mettre en place? Parce que notamment, il y a une problématique d'usage d'un certain nombre de produits qui peuvent être écotoxiques. Et donc là, c'est une préoccupation qui traverse, c'est aussi le même problème avec l'utilisation des antibiotiques. On se pose la question de l'utilisation des antibiotiques pour traiter ces animaux avec les répercussions que ça pourrait avoir une fois les animaux relâchés dans le milieu naturel. Donc, c'est des éléments dont on tient compte par rapport à la chronologie du traitement, par rapport aux molécules qu'on va utiliser. C'est une préoccupation qui concerne effectivement les centres de soins et qui les interroge. Ouais. Si je peux me permettre là, une petite précision sur cette notion de parasitisme chez l'animal sauvage. Hein. Il faut savoir que le hérisson possède une puce spécifique à lui. Archaeopsila erinaceus, hein, qui a été cité dans le diaporama de Pascal d'ailleurs. En quoi elle est spécifique? En fait, cette puce ne produit pas d'hormones de reproduction. Elle utilise les hormones de reproduction de la femelle hérisson pour elle-même provoquer son ovogenèse. On a le cas chez certaines espèces, et notamment chez des espèces qui utilisent des terriers, où effectivement, une puce peut être inféodée à l'espèce, pondre dans la litière de l'espèce en question, et ensuite les puces, une fois les pupes et autres qui éclosent par la suite, grimpent sur l'animal et se redistribuent. Donc, qu'un hérisson ait des puces, c'est tout à fait normal. Et qu'un hérisson femelle, au moment de la gestation, donc en mai, juin, juillet, soit bourré de puces, c'est normal. Les femelles se récupèrent toutes les puces de la communauté de hérissons à ce moment-là. Hein. C'est pareil pour les tiques. Ixodes ricinus, ou il y en a un deuxième qui est très courant en France, vous l'avez sur tous les animaux sauvages de France, y compris les chiens et les chats quand ils vont se promener. Donc, il faut avoir cette vision qui n'est pas facile à comprendre, hein, qu'un animal parasité, c'est tout simplement la nature, c'est un problème de coévolution sur le long terme. À quel moment ça devient grave pour l'animal? Ça, c'est la question à 10 000 €. Et je ne pense pas qu'il y ait un vétérinaire ou un écologiste qui soit capable de fixer un seuil, quoi, hein.
En fait, c'est une intervention au cas par cas, c'est-à-dire qu'on on ne va pas, il n'y a pas de traitement systématique qui sont mis en place. C'est-à-dire il n'y a pas de situation type. En fait, c'est au cas par cas. Et on peut ajouter que pour certains programmes de conservation de mammifères, on essaie de conserver parallèlement le mammifère et ses parasites. Parce que la biodiversité, c'est l'ensemble. Il y a des cas où on essaie de ne pas perdre le parasite qui est propre à cette espèce de mammifère, même si elle est très rare et on a l'impression que le parasite l'embête. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Pascal, qu'est-ce que tu penses de la question pour la transmission vers les chats des parasites de la teigne, du hérisson? Non, alors c'est des parasites très spécifiques. Alors la teigne, si jamais on peut avoir de la teigne, attraper la teigne nous, par contre on ne la transmettra pas, c'est pas une contamination interhumaine, donc on est un cul-de-sac. Et pour les chats, à ma connaissance, il n'y a pas de transmission. Il faut vraiment déjà avoir un contact, ne serait-ce que, même si vous prenez un hérisson teigneux, donc je veux affoler personne, vous prenez un hérisson teigneux à main nue, il n'est pas du tout sûr non plus que vous contractiez la teigne. C'est aussi individu dépendant, mais enfin, c'est pas pour autant que je conseille, au contraire, je déconseille de manipuler un hérisson à main nue. Je confirme, j'en ai manipulé plus de 1800 ou 2000 à main nue, c'est pas bien, hein. Mais il y avait 40 ans de ça. Et je suis toujours a priori en bonne santé. Donc. Est-ce que je peux en profiter, Christian, pour vous poser 2 questions en attendant que Lucas nous en pose d'autres? Pourquoi est-ce que les femelles sortent d'hibernation plus tard? Et est-ce que le réchauffement climatique avec les hivers un peu moins durs vont être une bonne nouvelle pour les hérissons et vont leur permettre d'être un peu en moins mauvaise santé par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure? Alors, qu'elles sortent d'hibernation plus tard, oui, qu'elles y rentrent aussi plus tard. Si vous voulez, en fait, le sexe fragile sur le long terme pour les hérissons, c'est le sexe femelle. Les mâles, ils ont un problème quand ils sont en 2e année et qu'ils vont trouver un territoire. Quand ils sont en 3e année, ils ont leur territoire, ils ont moins de mouvement. Celui qui est en 2e année, il faut trouver un territoire, il se bouge beaucoup, il se fait écraser. Sinon, les femelles, elles doivent assumer en peu de temps, prendre du poids pour être en forme pour reproduire, allaiter, élever la portée et reprendre du poids avant de rentrer en hibernation, ce qui veut dire qu'elles vont effectivement arriver plus tard en hibernation puisqu'il leur faut gagner ce temps-là. Après, il y a un rythme endocrine, ce qu'on appelle endocrine, c'est-à-dire réglé par des hormones internes, qui est fonction en fait de la photopériode. Le rythme de base, c'est la photopériode de tout animal hibernant, en alternance, le ratio, disons, entre luminosité, le jour, et la nuit. Hein. Ce ratio ce rythme-là va être influencé par la température. Une température plus chaude en printemps, va amener les animaux à sortir plus tôt. Alors, la question, c'est aujourd'hui, effectivement, changement climatique, est-ce que ça va avoir un impact? Oui, en partie. Est-ce que c'est de nature à biaiser le cycle fondamental qui est celui de la photopériode? Ça, c'est autre chose. Après, une petite précision, parce que c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens nous disent et ramassent les hérissons. Un jeune hérisson ou un hérisson en balade en janvier-février, ça arrive. Il y a 2 éléments à prendre en compte. D'une part, dans une population animale, ils ne sont pas tous identiques. Et vous avez certains animaux qui sont individus qui sont moins hibernants que les autres et qui vont donc se réveiller spontanément. Deuxièmement, notamment pour les jeunes hérissons, qui sont ceux qui ont le moins d'expérience pour trouver un bon nid, s'il s'endort et que la température chute beaucoup, il y a un système de réveil, d'alerte chez un animal comme ça, qui commence par des frissons musculaires, dès que ça descend trop bas, sa température interne. Si jamais il y a trop de frissons musculaires, l'animal va se réveiller. C'est une question de survie, parce qu'il n'y a pas de solution. Ou il reste sur place, il continue à frissonner et à perdre de l'énergie et il meurt dans son lit, ou bien il se réveille, il va se trouver un autre nid plus chaud rapidement. Donc le fait qu'on trouve des jeunes individus, notamment en hiver, en balade, c'est pas un problème. Si la bête fait 200-300 grammes, ça vaut le coup de le prendre et de l'emmener en centre pour effectivement lui faire passer l'hiver au chaud avec un coup de main. Si le jeune hérisson fait 400-500 grammes, laissez-le tranquille, il va retrouver un autre nid et puis il se débrouillera. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, très bien. Lucas, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'avais une autre question que je trouvais
à première vue étonnante, mais en soi très intéressante, sur le sujet de la consommation alimentaire du hérisson. Alors, en France, éventuellement, même peut-être ailleurs, ça peut être intéressant de ce sujet-là. Alors, il y a peut-être dans certaines traditions, certaines communautés qui apprécient le hérisson, en tout cas, on consomme. Est-ce que vous avez observé ça? Est-ce que ça a un impact sur les populations? Voilà. Alors, moi, je l'ai observé, j'ai même lutté contre, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'étudiais le hérisson en région parisienne, là, je faisais des comptages au phare la nuit et je suis tombé effectivement 3 fois de suite sur des gitans, des romanichels, etc., qui effectivement ramassaient des hérissons, dont mes hérissons marqués d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, de toute façon. Et donc cette consommation, elle est connue. Hein. Un des surnoms du hérisson, c'est le niglou. Le niglou, ça renvoie effectivement au romanichel en Europe de l'Est. Hein. Elle continue. Il y a eu, comme je l'ai mis dans le chat, il y a eu en France, ces dernières années, 4 ou 5 procès-verbaux dressés contre, effectivement, essentiellement des communautés. Alors, pas toujours gitanes. Il y a aussi des ruraux profonds, on va dire, qui continuent à exercer cette pratique-là, hein, et malgré le fait que le hérisson soit effectivement protégé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème sur l'impact dans les populations? À mon avis, non. Le principal problème, il est sur les milieux. Il est sur les milieux, voire, et c'est ce que j'ai mis dans le chat aussi, on est en train de découvrir ça, l'importance de la prédation du sanglier dans le sud de la France sur le hérisson. Si je peux ajouter un petit commentaire, c'est un tout petit peu à côté du hérisson, mais c'est un mammifère à piquant. Si vous lisez le joli numéro de la SNPN sur les mammifères à piquant, vous verrez un article sur le tenrec qui est présent à La Réunion. Donc, un animal qui ressemble vraiment en taille et en aspect au hérisson, d'origine malgache, introduit il y a 2 ou 3 siècles à La Réunion par les Français et les Malgaches qui ont circulé entre la grande île et la petite île de La Réunion. Et là-bas, le tenrec a une chasse officielle qui est ouverte tous les ans par le préfet pour l'alimentation. Et dans les traditions culinaires, qui sont forcément pas plus vieilles que 3 ou 4 siècles, le tenrec fait partie des plats habituels. Et le curry tenrec, si vous tapez ça sur Internet, vous trouverez toutes les recettes possibles. Est-ce que cet animal mérite de terminer en curry? Je ne sais pas. Le problème n'est pas que les gens n'ont pas assez à manger, mais on appelle tradition des choses qu'on fait. Et ce mot tradition, parfois, a beaucoup de conséquences, pas toujours positives pour la diversité. C'est parfois un argument que je trouve un peu difficile à maintenir longtemps, mais c'est toujours ce qu'on entend quand même. Je suis bien d'accord, François. Hein, le mot tradition, il a bon dos. Hein. Bon, c'est un autre sujet. Est-ce que, Lucas, vous avez d'autres questions? Parce que moi, j'en ai une sinon. Je vous laisse, Yolène, je vous laisse poser. Alors, on a vu dans vos cartes que souvent, il y a pas mal de hérissons dans certains endroits. Est-ce que le hérisson est toujours un animal solitaire ou est-ce qu'on va découvrir un jour que, comme les poulpes, par exemple, qui sont solitaires, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des regroupements de poulpes, il y a des villes de poulpes. Est-ce qu'on pourrait découvrir que le hérisson pourrait vivre en groupe? Bonne question. C'est a priori. Alors, je vois, il y a aussi une question sur la question de l'espace pour les hérissons. Est-ce qu'ils restent toujours aux mêmes endroits? En fait, le système social, ou l'utilisation de l'espace plutôt, hein, on va dire comme ça, c'est plus juste à mon avis de dire comme ça. C'est un territoire de mâle qui recouvre plusieurs territoires de femelles. Et à la périphérie de ce territoire, vous avez des jeunes mâles qui essayent, eux, de se récupérer une copine ou d'avoir accès à la reproduction. Ils se recouvrent et ils utilisent partiellement les mêmes zones d'alimentation. Est-ce qu'il y a des contacts privilégiés entre certains individus plus qu'avec d'autres? Quand vous les suivez sur le terrain, et surtout y compris la nuit, que vous vous rendez compte qu'effectivement, Polo est plus avec Justine qu'avec Cunégonde. Voilà. Mais est-ce que c'est pour autant une relation privilégiée? Je ne sais pas. C'est plutôt parce que, effectivement, ils connaissent les endroits. Alors, ils ne vont pas spécifiquement à un endroit précis qu'ils ont en mémoire pour chercher à manger. Ils vadrouillent. Par contre, sans être vagabond, hein, ça répond à une des questions, c'est pas un animal qui va vagabonder partout. Il a effectivement des zones privilégiées où il va aller chercher à manger. Et sur ces zones-là, quand il y a beaucoup de vers de terre ou de mollusques ou d'escargots ou autres, bah, c'est clair qu'ils peuvent se retrouver à plusieurs. C'est le cas, notamment en Angleterre, ça a été très bien décrit, sur les golfs. Pourquoi on avait les Anglais ont décrit des abondances de densité faramineuses sur les golfs,
En fait, ils calculaient que sur les golfs et ils oubliaient complètement les villes urbaines à côté. Et les animaux venaient se concentrer sur les golfs où il y avait effectivement vers de terre, escargots, etc. Voilà. Je ne sais pas si Victoire a quelque chose à dire là-dessus, parce qu'on peut aussi aller un peu plus loin. Vas-y, Victoire. Oui, moi c'est vrai que j'ai remarqué, alors de là à pouvoir prédire un changement de comportement et de mode de vie, tout est possible en soi au cours de l'évolution. Normalement, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps si elles sont nécessaires. Après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus, je vois passer des photos de ce qu'on appelle des restaurants à hérissons, hein, qui sont des personnes qui mettent régulièrement des croquettes à disposition des hérissons. Où des fois, je suis vraiment affolée. Je vois plus de 10 individus qui sont rassemblés autour de gamelles. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ces personnes commencent à apprivoiser les hérissons, ce qui est absolument pas souhaitable puisque le hérisson est un animal sauvage, comme on l'a quasiment tous rappelé. Mais oui, j'ai l'impression que de temps en temps, dans certains jardins, en raison de la pratique de nourrissage régulier, il y aurait peut-être des individus qui finissent par vivre tout le temps au même endroit et qui se rencontrent énormément. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont parlé un petit peu des croquettes tout à l'heure dans le chat et moi, je souhaiterais rebondir dessus. Chez France Nature Environnement, on a adopté une posture, hein, on s'est renseigné autour de nous, on a échangé avec des personnes. On considère que le hérisson est un animal sauvage et qu'il n'est pas souhaitable de le nourrir. On comprend que les gens souhaitent bien faire. Moi, souvent, la question que je rencontre quand je dis aux personnes de ne pas nourrir les hérissons avec des croquettes, c'est « mais avec quoi je le nourris du coup ?» Mais en fait, un hérisson, un animal sauvage, en fait, il est censé répondre à ses propres besoins par lui-même. Donc, à partir du moment où vous intervenez, surtout régulièrement, ça va devenir un problème. J'essaye d'expliquer aux personnes, à travers les connaissances que j'ai pu acquérir, que les croquettes, en fait, il y a de nombreuses conséquences, que ce soit sur le comportement, la santé des animaux. Ça va être des carences, de l'obésité, le dysfonctionnement du foie et des reins sur le long terme. Ça va créer également des attroupements d'animaux, c'est ce qu'on disait, d'individus en fait qui normalement sont solitaires, et donc ça favorise la transmission des pathogènes entre des individus. Ça peut favoriser les affrontements entre mâles puisque du coup, il y a un accès à la nourriture qui se défend. Ça peut modifier certains comportements. Nous, on incite vraiment plus les personnes à, par exemple, donner accès au compost, à l'entrée en hibernation et à la sortie d'hibernation, puisque là, le hérisson, il reste vraiment dans son mode de chasse, en fait. Donc, c'est à lui de chercher les petits insectes, etc. Et à surtout favoriser la biodiversité dans votre jardin pour, en fait, au lieu de donner, favoriser la biodiversité au jardin pour qu'il aille chercher lui-même sa nourriture. En revanche, la gamelle d'eau, ça, c'est tout à fait le geste qui sauve, là, surtout en ce moment avec les chaleurs qui sont quand même très importantes. Ça, c'est un grand feu vert, surtout en ce moment où ils ont très soif. Après, il y a des gestes à respecter, encore une fois, hein, c'est changer l'eau tous les jours pour éviter le développement de maladies, mettre à l'ombre si possible, et surtout toujours mettre un petit caillou ou une branche à l'intérieur pour que les insectes ne s'y noient pas. Après, il y aura peut-être d'autres conseils que je ne connais pas. Mais voilà, donc je rebondis sur le nourrissage parce que il est possible que des centres de soins peuvent donner de temps en temps des croquettes, mais c'est toujours sur un tenté et pour une raison en particulier. Voilà, ne donnez pas, en fait, ne faites pas ces restaurants, enfin voilà, c'est le terme que je vois passer, ne faites pas des restaurants à hérissons, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment pas les aider que de faire ça. Ou alors retourne à compost. Oui. Très bien dit, Victoire. Oui, oui. Et je reviens sur quelques autres questions qui parlent de parasites ou de miasmes. En fait, c'est exactement ce que tu as dit. Quand les animaux se rencontrent, il y a plus d'échanges possibles de tout ce qu'on peut imaginer. Et du coup, ces maladies parasitaires, c'est ce que Pascal a dit, je le redis, c'est souvent la conséquence de quelque chose. Et donc la question n'est pas de traiter la miasme, mais donc le fait que des mouches aient pondu ou qu'il y ait beaucoup de parasites, c'est qu'est-ce qui s'est passé qui fait que cet individu est devenu sensible d'une façon visible à ces parasites. C'est qu'il y a quelque chose en amont, et ça peut être une trop grande densité, ça peut être des traitements chimiques un peu plus hauts qui ont fait baisser son immunité naturelle. Donc il ne faut pas se tromper entre les causes et les conséquences. Traiter les conséquences ne pourra pas résoudre la cause tant qu'on ne l'a pas identifiée. Je rebondis sur ce que disait Victoire justement par rapport au nourrissage. Nous, le problème qu'on constate notamment en région parisienne, c'est le nourrissage pour les chats errants, donc qui attire beaucoup d'autres espèces, et on voit effectivement des renards qui viennent se nourrir sur ces spots, et même des goélands qui viennent se nourrir sur ces spots. Donc effectivement, ça c'est une difficulté importante. Puis on a vu aussi arriver des hérissons obèses,
Et donc les hérissons obèses, c'est les animaux qui sont incapables de se mettre en boule, qui deviennent extrêmement vulnérables, qui sont incapables de se mettre en boule, qui se déplacent plus, etc. Et donc là, c'est des situations, bon, c'est des situations extrêmes, je vous l'accorde, mais vraiment très spectaculaires aussi dans la présentation. Alors, situation extrême, malheureusement, Pascal, non. Moi, je suis déjà intervenu auprès de personnes qui s'amusaient justement, enfin qui s'amusaient, qui avaient investi de façon empathique sur les hérissons, qui les nourrissaient, qui récupéraient des jeunes au biberon, des animaux de plus de 500 grammes, etc. Et effectivement, on arrivait à des animaux qui dépassaient le kilo. Dans le graphique que je vous ai montré rapidement, sur près de 3000 hérissons marqués, remarqués, pesés, etc., j'en ai 10 qui dépassent le kilo. Il faut avoir ça en tête. Quand j'ai insisté au début en disant qu'un hérisson adulte depuis 3 ans, c'est dans les 750-800 grammes maxi, et en fin d'année, ils atteignent le kilo avant d'entrer en hibernation en septembre-octobre. Voilà. Donc, arrêtons de voir ça. Le poids chez les hérissons n'est pas un indice de bonne santé. Ça peut être au contraire un problème, effectivement. Je crois que c'est le chiffre à retenir. Je viens de voir passer une question sympa qui parle d'amour. On va peut-être. C'est sympa de parler des amours des hérissons aussi, puisqu'on parlait des animaux en groupe ou non. Comment ça se passe? Est-ce que les mâles, qu'est-ce qu'ils font pour séduire les femelles? Il n'y a pas de chant de hérissons, il n'y a pas de danse de hérissons. Comment ça se passe? Est-ce qu'on sait comment ils séduisent les belles femelles qui passent devant eux? Alors, si, il y a une danse, du hérisson, il y a même des grognements, il y a eu un travail fait il y a maintenant, excusez-moi, presque 40 ans, par Edmond Malia, qui a été fait par une Française, sur le répertoire comportemental du hérisson, notamment dans la séduction. C'est génial. Vous avez une catégorie, une gamme de soufflements, de cris, de grognements que monsieur développe pour séduire madame, sachant que dans le cas du hérisson, c'est madame qui choisit. Faut être très clair. Comme souvent, quand même. Alors, je ne ferai aucun anthropomorphisme ou autre chose. Je décris une réalité factuelle biologique. C'est-à-dire que c'est effectivement, moi-même j'ai pu le constater, les Anglais l'ont vu aussi, les Hollandais aussi, une femelle peut être courtisée par plusieurs mâles. Et en fait, à un moment donné, elle en choisit un. Et dans ce cas-là, comment ça se passe? Effectivement, elle s'aplatit. Et il y a que la copulation est dorso-ventrale. Voilà. Donc effectivement, le mâle qui monte à l'arrière et qui arrive à pénétrer malgré les piquants, etc. Bon, ça dure pas très longtemps. Après, une fois que les deux ont fait leur petite affaire, madame repart de son côté et ainsi de suite. J'ai vu un chat sur la consanguinité. Je ne crois pas qu'il y ait consanguinité. Moi, je ne crois pas. Ça, je ne le pense pas. Par contre, ce qui est évident pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 risques importants. C'est d'une part dans les zones agricoles, compte tenu que les milieux favorables se restreignent. On a une fragmentation de population, c'est-à-dire des petites populations isolées. Et une population isolée, ça disparaît plus vite qu'une autre population qu'ailleurs. Et ça peut être effectivement des couples ou quelques individus coincés au sein d'un jardin, sachant qu'un jardin tout seul ne fournira jamais assez à manger à un hérisson. Un hérisson qui pèse 800 grammes a besoin d'ingurgiter au minimum 100 à 150 grammes de nourriture. C'est un insectivore. L'insectivore, c'est pas très économe en énergie, il faut le savoir. Ça mange beaucoup. C'est comme les canards, ça mange beaucoup, ça fait beaucoup de trucs, mais ça ne profite pas beaucoup. Les canards profitent mieux. Ce qui veut dire qu'il a besoin de 100 à 150 grammes par jour de nourriture. Un jardin ne peut pas assurer 150 grammes de nourriture pendant les 150 jours d'activité. Il faut avoir ça en tête. Donc, obligation, effectivement, même en périurbain, de faire des passerages, des passerelles, etc. Alors, je réponds à Victoire tout à l'heure. Et puis, je vois bonjour à Laetitia Fenn qui est là, j'ai vu son nom. L'autre ville dont tu cherchais le nom, c'est en fait Saint-Martin-de-Seignances. Et c'est le CPI de Saint-Martin-de-Seignances qui a fait c'est même eux qui l'ont fait avant le programme Pic-Camp. Ah oui, c'est possible. De mise en relation de tous les jardins entre eux, par des trous qui ont été de 30 cm, même pas 20 cm de diamètre, qui ont été percés dans les grillages ou dans les murs, avec l'acceptation des propriétaires, bien sûr.
et qui ont permis de mettre en relation les hérissons sur l'ensemble de la commune du village de Saint-Martin-de-Seignance. Hein. Voilà. Et du coup, je rebondis aussi sur d'autres choses que j'ai entendues et vues passer. Comme le disait Christian, du coup, effectivement, donc c'est la femelle qui choisit et donc elle peut aussi ne pas choisir de s'accoupler. Et à ce moment-là, en général, elle hérisse ses piquants au contraire et le mâle comprend très bien qu'il n'a pas intérêt à essayer quoi que ce soit. Pour le... Ouais. Non, c'est bien. Pour la consanguinité, en fait... Pour la consanguinité, moi je pense que ça peut être un risque de ces personnes effectivement puisqu'il y a des gens qui récupèrent les hérissons dans leur jardin, qui les gardent parce qu'ils ont peur en fait qu'ils se fassent écraser dans la route, sur la route, etc. Et à partir du moment où le jardin, quand il y en a plusieurs et que le jardin n'est pas perméable, je pense que dans tous les cas c'est pas bon pour eux puisque le hérisson a besoin de circuler pour se nourrir mais aussi pour se reproduire. Et puis tout simplement vivre en liberté. Donc moi, je pense que ça peut être un risque sur un moment donné quand on a plusieurs hérissons qui sont coincés dans un jardin et qui ne peuvent pas sortir. Oui, mais ce sera un jardin, si tu veux. Moi, encore une fois, je raisonne au niveau de l'espèce et des populations. Hein. Ce que je crains davantage, moi, je dis tout à l'heure, j'ai montré par la carte que le hérisson est encore présent dans 87% de la France. Oui. Okay, mais en fait, c'est comme un tapis. Hein. Un tapis, ça a une trame. À partir du moment où tu as des trous dans la trame, ton tapis se défait. Et pour une espèce commune, le problème, il est là. À partir du moment où vous avez des trous dans la trame de répartition, on peut avoir des populations isolées. Et là, effectivement, il y a un risque d'extinction, voire, mais pour le hérisson, les insectivores, en général, on ne le connaît pas trop. Le risque de consanguinité, il peut apparaître. Mais le risque de consanguinité, on en parle aujourd'hui pour des grands prédateurs, ou des errants rapaces, ou quelques ongulés, c'est-à-dire des espèces pour lesquelles les populations sont inférieures à 300-400 individus. Sur le hérisson, où a priori, on peut penser qu'on est encore proche du million en France. Oui, moi je ne parlais pas du tout à l'échelle de la population, effectivement. Hein. Je parlais de cas isolés qui ont un faible impact, sauf si ça se répète trop, évidemment. Non, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je voulais rebondir sur la route du hérisson, d'ailleurs. Évidemment, si vous décidez de mettre ça en place chez vous, il y a deux choses pour lesquelles il faut absolument s'assurer que c'est OK. La première, c'est évidemment se mettre d'accord avec le voisin ou la voisine. Et la deuxième chose, c'est évidemment vérifier que le jardin d'à côté est accueillant pour le hérisson. Ça ne sert à rien de donner l'accès à un jardin où il y a plein de dangers, il y a un chien agressif, des pesticides, etc. Ça, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut toujours faire attention à ça. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question. Je crois que le groupe mammalogique normand recommande une ouverture de 15 cm de diamètre. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup parce que malheureusement, on est arrivé à l'heure de la fin de ce webinaire. Et c'est bien triste parce qu'on aurait pu continuer comme ça pendant bien longtemps. Le sujet était passionnant. Vous avez été vraiment pas. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il y aura plus d'infos donc sur les sites de la CSRP, de la FNE et de la SNPN. Que j'ai vu passer des demandes. Comment est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, proposer notre aide, etc. Donc je pense que toutes les informations sont sur les sites. Et puis, vous pourrez revoir ce webinaire si vous avez, pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui sont arrivés trop tard. Merci mille fois. Longue vie à l'opération La Fête des Hérissons, la route des Hérissons et à tout ce qui peut être fait pour sauver ce bel animal. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire l'un d'entre vous avant de se quitter ou non? Non, merci à toutes et à tous pour votre présence et votre écoute. Et pensez aux petits hérissons et pensez d'abord à eux, pas que à vous, quoi. Il faut vraiment mettre le hérisson devant et partager avec eux. Au hérisson, il y a tous les autres. Exactement. Voilà. Avec ou sans piquant. Et en protégeant le hérisson, vous protégez plein d'autres espèces parce que quand on favorise la biodiversité, on ne la favorise pas que pour le hérisson. Voilà. Merci de votre attention en tout cas. Bien dit, merci. Merci beaucoup et bravo, franchement. Bravo. Merci et bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée, merci.